Bonsoir les amis, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Game 2021, une série inédite de 10 émissions consacrées à l'univers des jeux vidéo. 8e épisode ce soir. On va parler de violence et d'addiction, entre polémiques, classement PEGI, parents déconnectés et adolescents accros. Y a-t-il un lien entre les maux de notre société moderne et les jeux vidéo ? Telle est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec notre grand spécialiste en la matière, monsieur Nicolas Augusto. Ravi de t'accueillir, Nicolas, ça faisait longtemps. Merci Gilles. Je suis Tu as fait un vraiment gros désolé. break, on est en manque. Ouais, je suis vraiment désolé. Il y avait, voilà, comme tu l'as mentionné, quelques petits soucis d'ordre personnel. Puis après, on a enchaîné avec l'E3, qui est le gros salon du jeu vidéo. Donc du coup, pendant toute la semaine dernière, c'était compliqué. Voilà, Ah oui, je savais, la semaine voilà, dernière, tu as fait c'était beaucoup compliqué. de vidéos, tu as lancé ta chaîne, Ouais, ta chaîne, le launch. ouais, tout à fait. Donc tu vois, fallait couvrir l'événement et tout. Donc voilà, c'était compliqué. Et puis ce sujet-là, c'est un sujet sensible. Et j'ai été récupérer quelques infos de certaines personnes voilà, sur le sujet pour être un petit peu plus pointu. Tu sais que j'aime bien pas raconter n'importe quoi, donc Oui, moi je sais que j'essaye. tu as pris des informations par Ouais, ailleurs. C'est un tout à sujet, fait. c'est vrai, qui peut être assez sensible. En tout Ouais, cas, je sais qu'on l'attendait avec impatience. Voilà, on va aborder donc la violence dans les jeux vidéo et surtout l'addiction. On va donner peut-être certains conseils aux parents, hein, comme c'est toi qui as écrit l'introduction, qui était légèrement déconnecté. C'est vrai qu'on ouais, comprend pas en fait l'univers des jeux vidéo. On comprend pas cette possible addiction hein, que peuvent souffrir les jeunes. Dis-nous un petit mot de ta chaîne là que tu viens de lancer, donc le Lounge, une chaîne ouais, spécialisée donc dans le jeu vidéo, bien entendu, mais avec un prisme légèrement différent par rapport à tout ce tout qui à se fait. fait. Exactement. En fait, le lounge vient d'une idée. En fait, quand j'étais à Los Angeles, j'ai passé presque 2 ans et demi à pitcher, donc à vendre des projets à des éditeurs, toujours dans des lounges, au Marriott, au Sunset Marquis, bref, dans tous les hôtels possibles et inimaginables de Los Angeles et de Las Vegas. Donc, c'est là où se passent tous les rendez-vous business, en fait. Ouais, ouais. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool comme cadre, en fait, comme décorum, en fait, à la chaîne. C'est pour ça que j'ai toujours cette petite veste de costume qui est l'une des vestes que j'avais tout le temps pendant ces meetings. Et le prisme par lequel j'essaye d'aborder le jeu, c'est de l'aborder au regard de mon expérience. J'ai fait plusieurs années dans le retail de jeux vidéo, commerce, import, export. Après, j'ai fait un saut relativement court dans tout ce qui était presse, podcast, avec le gros site français Gameblog à l'époque. Et puis après, j'ai passé du temps en tant que développeur. Donc du coup, j'ai cette chance en fait d'avoir, on va dire, observé l'industrie du jeu vidéo par les 3 prismes principaux. Et donc, du coup, je me sers en fait de ce que j'ai appris, de ce que j'ai découvert, et je donne mon opinion, qui est peut-être moins enfantin, peut-être un peu plus mature, Ah un peu oui. plus réfléchi, voilà, sur l'industrie. Oui, je te Voilà. confirme, c'est beaucoup plus mature. D'ailleurs, j'en ai vu quelques-unes, ça donne envie. En fait, tu t'exprimes très Merci. bien. C'est un côté un peu journalistique aussi. Ouais, ouais, Qui est intéressant en tout cas. En tout cas. Et ouais. je trouve Mais je, que veux- je veux le garder je- simple en fait. Tu vois, ouais. c'est pas monté. J'essaie de faire un one shot pour que ce soit le plus naturel possible. Moi, j'aime pas trop tout ce qui est fait sur YouTube. Tout est trop monté, surmonté. Pourtant, je viens de la télé et tout est monté, surmonté. Mais je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien. Il faut que ça marche du one shot. C'est Ouais, très ouais, rare quand je fais un cut. je te comprends, on est pareil, on est peut-être de la même école. En tout cas, moi, ce que je peux reprocher aux youtubeurs, c'est de couper en fait tous les blancs, tous les Ouais, silences. ouais, Alors pour moi, peut-être que je suis bon, d'une autre époque, mais j'ai du mal à suivre, tu vois. ouais, Bon, moi, on m'a appris lorsque j'ai fait du montage qu'il ne faut pas voir le cut. Tu vois, ouais, il faut faire des ouais, transitions, ou voilà, tu vois, donc, et tout à même fait. quelquefois, bon, quand je cut nos émissions, je veux pas mettre, je dirais, certains propos, etc. Donc, j'essaye de les faire proprement, tu vois. Là, on dirait que le montage C'est fait exprès. aujourd'hui, c'est fait à la Ouais, chaîne, en fait. ouais. Je sais C'est pas du si NTV c'était fait style. exprès ou si c'était de l'incompétence. En tout cas, c'était voilà, du cut où on lève quasiment tous les silences et tout s'enchaîne et on Ouais, n'a pas le temps, en fait, de laisser je dirais, son cerveau un petit peu non ouais, pas au c'est. repos, mais à assimiler toutes les informations, en fait, qu'on entend.
Ouais, en tout cas, je partage ton observation, Ouais. parce que moi, j'aime pas non plus tout ce qui est trop cuté, surtout quand ils rajoutent des petits zooms arrière ou avant, tu sais, Ah ouais, en pour... plus, t'as mal au cœur. mais ouais, c'est là, tu dis, les mecs, arrêtez, vous en faites trop, quoi. Tu sais, ça fait Ah ouais, essayer de te laver le cerveau. c'est ça. Moi c'est pas mon Ah truc. ouais. Et Et après, il puis, faut savoir aussi où on est bon, où on est moins bon. Moi, le montage, c'est pas trop mon truc. J'apprécie pas ça plus que ça. Par contre, faire un one-shot, ça, j'adore le ouais, faire. ouais, 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 Et donc, du coup, il faut que je prenne du plaisir, quoi, parce que quand tu fais bien plusieurs sûr. vidéos par jour, il faut prendre du plaisir. Bien sûr. Sinon, Mais tu et as je un débit préfère aussi faire la vidéo. tu as un débit qui est pas forcément très rapide, donc ça aussi c'est appréciable. Tu prends ton Ouais, temps, tu parles calmement. Et en fait, j'en ai vu hein, quelques-uns de youtubeurs, justement, des ouais. gamers. Et pour moi, ça va trop vite. En fait, ça correspond peut-être à voilà, une époque, Ouais, une attente. une attente et puis Ouais. à une génération, peut-être, Moi, je le qui veut. vois. Dans YouTube, c'était toutes tes statistiques d'âge. Et nous, sur le lounge, c'est 32-55. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois, Ouais, c'est des gens qui ont déjà passé la trentaine, tu vois. ouais, Alors que je suis certain que la grande partie des youtubeurs jeux vidéo, c'est beaucoup plus jeune. Je pense que ouais, ça ouais, ouais. commence déjà à 12, quoi, tu vois. Mais tu as un très bon créneau à exploiter là-dedans. J'en suis persuadé. Écoute, on verra Vraiment. bien. En tout cas, ça me plaît, ça marche bien. Les gens trouvent ça intéressant d'avoir un prisme peut-être un peu plus professionnel. Et puis, arrêter de sexualiser le marketing à outrance. En fait, aujourd'hui, on te vend des marques, on te vend des trucs. Les mecs, c'est des RP cachés de ces marques. Et, je trouve qu'il y a une sexualisation de tout ça qui fait que le viewer, en fait, c'est toujours un client, en fait. Tu as toujours un truc à lui vendre. Et c'est vraiment un des trucs que je n'aime pas du tout. Et donc, du coup, dans le lounge, j'essaie de faire vraiment naturellement, parce que je suis comme ça, naturellement l'opposé de ça. On verra bien. Pour l'instant, les retours sont cool. Moi, je m'amuse. Donc voilà. Après, voilà, on Ouais. verra. Alors, on attaque Merci, cette c'est cool. émission, Nicolas, on attaque cette émission Ouais, sur on voilà, attaque. violence, addiction, Ouais, PEGI, classement PEGI. Alors, je me suis renseigné un petit peu sur ce qu'était ce classement PEGI. ouais. Euh, voilà, donc je te laisse la parole OK. et Alors, je voulais. je rebondirai sur tes propos. Eh ben, écoute, n'hésite pas. Je voulais segmenter en trois grands axes qui vont être polémiques autour du jeu vidéo, qui vont être PEGI, qui englobe donc ce qu'est l'organisme et la violence sous-jacente liée au développement de cet organisme, et puis après, en troisième partie, la responsabilité parent. Et tout ça, bien évidemment, dans le cadre final problématique de l'addiction, vers où ça nous mène dans certains cas. Mais avant ça, il y avait un point qui est, à mon avis, essentiel. C'est surtout d'essayer de comprendre sociétalement où on en est aujourd'hui au regard de la violence. En fait, on est au 21e siècle, on est dans une société où, globalement, on répugne la violence sous toute forme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus il y a de la violence hein, dans la vie, dans le monde dur, dans le vrai monde, il y a de la violence, on le voit au quotidien, dans les zones de guerre, on le voit dans les zones de banlieue, on le voit dans les zones totalement citadines, rurales, on voit la violence partout. Mais la société bien pensante répugne cette violence et estime qu'elle n'a pas sa place. Globalement, c'est un point, on peut être d'accord, pas d'accord, peu importe, mais en tout cas, dans les faits, la violence est absolument omniprésente partout. Et la société bien pensante, donc que je mets dans la caste politique et les pouvoirs en place, dans toutes les branches de la vie publique, condamnent la violence. Après, le débat à tort ou à raison, c'est un autre débat. Depuis la nuit des temps, la violence fait partie en fait de notre ADN. L'humain est violent, les animaux sont violents pour des raisons naturelles, pour des raisons de territoire, pour des raisons de survie, pour des raisons X. Et on va faire un bond sur le XXe siècle, après je finirai cette petite parenthèse, mais plus nous sommes allés vers une époque moderne, dite progressiste, plus la violence n'a pas décroît réellement, mais la violence a été montrée du doigt comme quelque chose de mal. Et on l'a essayé globalement de la diminuer le plus possible dans les prises de parole publiques, de la contraindre. Et des médias, donc alors des médias du divertissement, au début du XXe, qui sont le cinéma, la radio, puis après la télévision, se sont servis de cette violence en la communiquant par des faits
arrivent au quotidien, mais on se sont servis de cette violence aussi pour la transiter vers des œuvres fictionnées et s'en servir comme moyen de communication. Donc le cinéma, les films de guerre, les films entre guillemets violents, que ça va de Gaspard Noé Irréversible jusqu'au Soldat Ryan, le panel est super large. Dans la musique, la violence est verbale quand elle est chantée avec des paroles, mais elle peut être aussi visuelle quand il y a un clip. On pense, alors tu vas de Rob Zombie à certains clips de rap abominables, Pente des Blancs, tu vois, par exemple. Donc, on a vraiment un panel très large de la violence. Et les années passant, le cinéma, la société a accepté cette forme de violence, parce que c'est un art qui est relativement vieux maintenant. La musique, pareil, aujourd'hui, la violence dans la musique, c'est relativement rare quand on a un clip qui fait scandale. Les derniers clips, moi je me souviens, il y a peut-être Rammstein, il y avait un clip assez extraordinaire de Rammstein qui avait fait un peu polémique, mais pas plus que ça. Il y a le clip là, du rappeur nullissime avec Pendez les Blancs qui avait fait un scandale, effectivement, avec quelques hommes politiciens. Ne me lance pas sur Rammstein parce que tous les clips de Rammstein en fait font polémique. Bien sûr, Rammstein, c'est un groupe extraordinaire. Valérie vous prépare une émission spéciale là-dessus. Ah, génial. Sur tout en fait ce qui est caché, parce que c'est même pas un double sens chez Rammstein. Il peut y avoir un troisième aussi. Alors il y a le frontal, il y a le deuxième et troisième niveau, que ce soit au niveau des paroles, que ce soit au niveau des clips, au niveau des images, au niveau de la symbolique. Rammstein, c'est vraiment une pièce maîtresse dans tout ce qui est, je dirais, c'est pas forcément la violence visuelle, mais c'est dans les messages en fait qui sont pas forcément ceux auxquels on peut penser au premier abord. Voilà. Tout à fait. Et après, bon, on se souvient de Marilyn Manson il y a quelques années. Et toute cette violence, avec les années, elle a été acceptée. Et à la fin des années 80, début des années 90, on a un nouveau média qui apparaît, qui est le jeu vidéo. Et il arrive comme plutôt parfait bouc émissaire, dans une certaine mesure, à tous les maux de la société. On sait qu'on est dans une société qui aime beaucoup pointer du doigt l'ennemi pour mieux cacher ses vrais problèmes fondamentaux. Ça a été que le cinéma, ça a été que la littérature, ça a été le cas avec la musique. Et donc le jeu vidéo arrive à point nommé, le cinéma est communément admis, on est plus choqué par des films comme Massacre à la tronçonneuse, comme on pouvait l'être dans les années 70. Donc du coup, le cinéma, il est sorti de tout ça. La musique, c'est en passe définitivement d'en sortir. Globalement, tu peux écrire, montrer plus ou moins n'importe quoi, ça passe. Et il y a toujours un phénomène récurrent, c'est que c'est la télévision qui montre du doigt, en fait, les ennemis à abattre. C'est ça qui est fantastique. C'est que c'est toujours la télévision qui montre le cinéma à abattre, la musique à abattre, ou maintenant, en l'occurrence, le jeu vidéo à abattre. Parce que la télévision, c'est le média le plus vieux, hors radio, mais la radio est son héritière. Et les gens de la télévision ont un pied dans tout le système de la grande caste, le système politique, le vrai système des grands médias est lié à la télévision. Comme on dit souvent, c'est le quatrième bras armé de la République, c'est les médias, et ça passe par les grands journaux et la télévision. Et il y a des accointances énormes, en fait. Quand tu vois les animateurs en plateau télé, beaucoup travaillent pour le Nouvel Obs, le Monde, le Figaro. Donc, il y a vraiment une connexion entre télé et les grands journaux. Et puis, ils ont tous leurs entrées politiques pour avoir accès à tel ministre, tel machin, ou à tel responsable d'association. Donc, on va parler aussi des associations. Pour conclure cette petite parenthèse, les associations ont un rôle en France énorme. Sous François Mitterrand, le pouvoir en place a décidé, on va schématiser, de donner une grande partie de la responsabilité, on va dire, de certains angles de la société aux associations. Et c'est là d'ailleurs que un bon nombre d'associations sont créées. Et on pensera notamment à SOS Racisme, entre autres, qui est la plus connue de l'époque. Mais il y en a d'autres en parallèle qui vont aussi prendre de l'envergure dans différents thèmes qui sont totalement opposés à celui des SOS Racisme. Je pense notamment à Famille de France, par exemple. Et ces associations, pour exister, eh bien, elles ont le relais de la télévision, de la presse, des journaux, et elles essayent de trouver des boucs émissaires. Et
globalement, on voit bien que la plupart des gens sont déconnectés quand ils décident de critiquer ou de montrer du doigt quelque chose sans pour autant l'avoir réellement étudié. Et d'ailleurs, je prends le cas de Famille de France, pour avoir suivi un peu les affaires de Famille de France, jamais personne n'est allé monter une enquête concrètement avec un éditeur, avec un développeur, quelles étaient les répercussions. Moi, je me souviens des critiques quand le phénomène Pokémon est arrivé dans les années 95. On allait caricaturer le diable, c'était l'antéchrist, les petits monstres, c'était les antéchrists. Et quand tu fais une recherche très rapidement, Pokémon, ce sont des Japonais, la notion de diable, de Dieu n'existe pas au Japon, ce ne sont pas des catholiques. Ce sont des shintoïstes. Dans le shinto, tu n'as pas du tout ce genre de relation. Pour les shintoïstes, la vie existe sous toute forme, c'est-à-dire que la pierre, comme l'eau, comme l'être humain, comme le papillon, a autant d'importance dans cet écosystème. En fait, il y a une conscience dans chaque chose, dans chaque objet. C'est pour ça qu'on a des vraies différences notoires à accepter les questions d'après la mort, les questions de l'IA, des robots par exemple. Au Japon, ils n'ont aucun problème avec les robots, les hommes robots, femmes robots de demain, parce que la matière incarne la vie. Chaque particule autour de nous est la même que nous-mêmes. J'espère que vous me suivez, mais c'est une notion vraiment différente de nous, de ce que nous avons comme vision avec nos religions monothéistes. Donc, je ferme la parenthèse sur cette violence dans la société. Donc, du coup, tu veux dire, pour rebondir là-dessus, Nico, oui. Tu veux dire que des associations comme Famille de France, tu leur reproches en fait de ne pas établir le dialogue, en fait, d'être toujours dans la critique, tout ça. En fait, les associations ont le pouvoir aussi d'aller en justice. Hein. Bien sûr, donc, tout à fait. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un immense pouvoir. Voilà, mais bon, on se souvient aussi, tous les jours, il y a des affaires qui sont portées en fait par des associations. Il faut savoir que les associations vivent en général de subventions. C'est assez rare, les associations qui vivent essentiellement par leurs membres. Donc là, ce sont des associations vraiment indépendantes. Donc la plupart des associations, tout comme les syndicats aujourd'hui qui défendent le droit des travailleurs, sont financés en fait par l'État. Voilà, on referme donc la parenthèse. Et voilà, comme tu disais, c'est le manque de dialogue. On est dans une société qui préfère le clash en fait au vrai dialogue. Alors c'est vrai que tu entends à longueur de journée sur les plateaux et compagnie qu'il y a le débat, il faut discuter, mais en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a jamais de débat, il n'y a jamais de discussion. Si tu sors du prisme de ce qui est communément admis, tu n'es pas invité. On ne débat pas avec toi. Donc une fois qu'on a bien compris que la violence dans notre monde aujourd'hui, on doit trouver un coupable absolu. C'est pour vous démontrer qu'on va être toujours dans un discours subjectif. Il n'y a rien d'objectif. En tout cas, dans le débat de la violence de jeux vidéo, il n'y a pas grand-chose d'objectif. C'est très subjectif. Cela étant dit, ça soulève quand même des vrais problèmes qu'on va évoquer et qu'il ne faut pas minimiser. Mais j'aime bien quand on est très précis, de généraliser. C'est bon pour les gamins de 5e. C'est bien quand si on a un problème, on le fixe et on le résout. Et on s'y attaque. Tout la célèbre phrase de Jancovici. Hein. Voilà, si on n'analyse pas, si on n'identifie pas le problème, en fait, on tire au hasard et puis avec le hasard, on manque sa cible. Donc, voilà, exactement. D'ailleurs, Jancovici, qui est définitivement quelqu'un avec qui j'aimerais débattre, parce que discuter, parce que je suis d'accord avec certaines choses qu'il dit, mais je trouve qu'il a une analyse sur la technologie, ou un point que j'adore, c'est les technologies low cost. Et je le rejoins à 1000%. C'est-à-dire que le jeu vidéo a cette problématique, peut-être qu'on fera un épisode spécial plus tard là-dessus, mais le jeu vidéo est très gourmand en matière première. Les ordinateurs énormément. On voit bien la crise aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir de RAM, on n'arrive pas à avoir de carte graphique parce que ça nécessite des moyens de production qui sont compliqués. Et c'est là où je rejoins Monsieur Jancovici qu'il faudrait accélérer le process des low cost parce qu'il y a des technologies qui dorment depuis des dizaines d'années. Les low cost, voilà, c'est des technologies en fait anciennes, c'est ça ? Désuètes. Ouais. Désuète, voilà. Exactement, c'est la stratégie Nintendo d'ailleurs. C'est quand on en a parlé dans l'un des premiers épisodes, c'est la stratégie Nintendo. Nintendo est le seul à viser uniquement les technologies low cost, désuètes, parce que créativement c'est plus intéressant. C'est vrai que c'est plus intéressant quand tu es limité que quand tu fais ce que tu veux. Mais bon, c'est un autre débat. Dans la première partie, je voulais parler des polémiques. Donc les polémiques, on a eu
dans le jeu vidéo, on a eu des grands moments de polémique. Bien évidemment, les polémiques ont commencé à arriver quand le jeu vidéo est sorti un petit peu de la bulle dans laquelle il était. Dans les années 80-90, on a relativement peu de polémiques, on en a quelques-unes, mais qui sont anecdotiques. Et pour moi, l'une des plus grosses polémiques, c'est l'arrivée de Pokémon. En 95, le phénomène devient un phénomène global. Tous les pays du monde entier sont touchés par la déferlante Pokémon. Et on va dire que une partie, et d'ailleurs c'est dommage parce que je m'inscris dans ce parti pour idéologique quelque part, je suis plus proche des conservateurs que des progressistes, mais ce que je reproche toujours aux conservateurs, c'est des fois d'être trop conservateurs par principe. Et c'est dommage. Et le jeu vidéo en fait partie. Et par exemple, là, ils voient arriver tous ces monstres qui arrivent dans les cours de récré, ces petits monstres qui restent mignons. Hein, on n'est pas sur des trucs totalement délirants, type Alien, la mouche ou The Thing. Tu vois, on est dans des trucs relativement mignons. Pikachu, il reste super mignon. Il y a rien il y a pas de violence, il y a rien, tu vois. Et plusieurs associations, et notamment Famille de France, commencent à essayer d'attaquer Nintendo sur la corruption des esprits de nos enfants, comme quoi c'est le mal. Globalement, on est dans une sorte de discours super subjectif avec pas de fondement en fait. Quand tu analyses le jeu Pokémon, tu es un jeune garçon qui sort de l'école et tu ne rêves que d'un truc, c'est de partir à l'aventure, aller découvrir des petits monstres et de les attraper et de les entraîner et puis ils s'affrontent avec d'autres monstres et d'autres entraîneurs. Sauf que très rapidement, le personnage Sacha, en fait, dès le 2e, 3e épisode de la série et dans les jeux, en fait, tu te rends compte qu'il ne veut pas les dresser. Et je trouve que c'est plutôt un message, un beau message. Et en fait, il faut très, très peu de temps pour le comprendre. Il le dit lui-même, le personnage. En fait, pour devenir meilleur dresseur Pokémon, pour lui, il suffira d'être le meilleur ami des animaux, des monstres, en fait, qui sont des animaux, en fait. Et en fait, il fait preuve de bonté tout au long en fait de cette aventure. C'est vraiment une sorte de bonté. Il est gentil avec eux, il les soigne, il leur donne à manger, il met sa vie en danger un nombre incalculable de fois pour les sauver. Et eux, les animaux, je les appelle les animaux parce que c'est des monstres, mais c'est des animaux. En fait, lui rendent en fait. Y a c'est comme le chien, tu vois, ton chien, tu le dorlotes, tu lui donnes à manger, tu le câlines, mais si demain tu as un blaireau de cambrioleur qui rentre chez toi, ton chien il se met en danger pour toi, pour te sauver, tu vois. Et Pokémon c'est ça. Et le créateur Satoshi Tajiri de Pokémon, c'est le message qu'il a toujours voulu faire passer, c'était d'inciter les enfants à prendre conscience que d'avoir des animaux, c'est un engagement et que c'est pas que dans un sens, tu vois. Et c'est un petit peu la suite logique de l'époque. Je pense que tu te souviens du Tamagotchi, ce petit bête que tu essayais d'élever et qu'il fallait donner à manger. Voilà, Tamagotchi. Ouais. Mais c'est mal connaître en fait l'histoire de Nintendo, parce que Nintendo n'était jamais porté sur la violence. Il n'y a pas de méchanceté dans les jeux de Nintendo, etc. Donc, jamais. Est-ce qu'on reprochait pas, notamment par rapport aux Pokémon, par rapport à, je dirais, au temps que l'on va passer sur la console? Est-ce que c'était pas dans leur critique, voilà, de prendre si du temps? J'ai mis cette partie dans la 3e partie. D'accord. Les parents, la problématique parents. Parce qu'en fait, tu verras, c'est vraiment là le problème. Mais pour te répondre très rapidement, oui. D'accord. C'était inclus. D'accord. Bien sûr, c'est le sujet que je trouve moins important. Là, c'est vraiment important. Là, c'est un vrai problème légitime. Tu ne peux pas laisser tes enfants passer des heures et des heures dans la télévision sans contrôle, sans savoir à quoi ils jouent, sans savoir ce qu'ils regardent. C'est d'une logique implacable. Et on va en parler après, à la fin, dans la 3e partie, parce que je suis là aussi pour te dire, moi, il y a des choses que j'entends, je ne suis pas d'accord, et il y a des choses sur lesquelles je peux être d'accord. Et donc, du coup, Pokémon est un des cas. Voilà, je pense que j'ai expliqué. Après, à côté, tu as d'autres cas qui ont fait polémique. Alors, tu as le cas de Carmageddon. Carmageddon, tu es un chauffeur sanguinaire au volant d'une bagnole remplie de pieux. Et le but du jeu, c'est d'éclater les piétons. Voilà. Le but du jeu, c'est extrêmement bas du front.
mais c'est d'exploser tous les piétons qui passent à côté des passages cloutés, les piétons qui explosent les piétons. C'est super sanguinolent. Ça, il n'y a pas plus transgressif alors, hein, ça c'est voilà, sûr. c'est super transgressif et ça a fait polémique à mort. Et d'ailleurs, le jeu a subi la censure. Hein. Nos amis allemands qui n'ont plus une seule... Je vais faire attention aux mots que je dis quand même, mais qui n'ont plus rien dans le pantalon, globalement, ont censuré le jeu. Ils ont enlevé tous les hommes et les femmes du jeu, tous les piétons, et ils ont collé des dinosaures. Avec du sang vert, jaune et orange, c'est un ridicule absolu. Mais bon, c'est la censure à l'allemande. Et ça, c'est un cas récurrent dans le jeu vidéo. Hein. C'est la censure à l'allemande. Les Allemands sont tellement terrifiés et vivent dans leur passé avec ce qui s'est passé en 39-45 qu'aujourd'hui, toute forme de violence, tu vois, ça les met mal, quoi. Bon. Carmageddon, il se fait mais attaquer dans tous les sens, la presse. Et j'ai envie de te dire, cette bonne guerre, parce que les développeurs qui ont fait ça, ils ont cherché à provoquer. Okay. Ils ont cherché à provoquer, ça leur fait de la pub à mort. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est longtemps resté un jeu PC, donc un public mature, adulte, peu joué par les enfants. Franchement, peu joué par les enfants. On est dans une autre époque, on est dans les 95, 97 de mémoire à peu près. Donc les enfants, peu d'enfants jouent au PC en fait. Le PC s'est démocratisé un peu après avec l'arrivée des Sims par exemple, pour les enfants. Ouais. Mais à l'époque, c'est pas trop le cas. C'est plutôt des jeunes adultes ou c'est des ados préadultes, tu vois, qui jouent à ça. Bon. Et puis, tu as d'autres jeux qui vont s'enchaîner, toujours dans la même ambiance. Manhunt, que je vous ai évoqué, le premier Manhunt, qui a créé une polémique pas possible. Il y a Bully, Canet Nemedit, qui a créé aussi une polémique pas possible, où en fait, tu es un bully, en français, t'es un harceleur, t'es un gamin, t'es dans un lycée anglais, t'es un roux, harceleur de fou, et tu bisutes tous les gamins, quoi. Tu bisutes les gosses, tu bisutes les profs, tu leur fais la misère. C'est ultra bien écrit, c'est très critique. Et d'ailleurs, c'est ceux qui ont fait Manhunt et c'est ceux qui ont fait GTA. C'est Rockstar. Okay. Rockstar, voilà, c'est Rockstar, ils sont toujours dans la critique. C'est gratuit, mais c'est super bien écrit. Et ces jeux font forcément polémique, parce que dans les cours de récré, les gamins en parlent. Dit ouais, t'as vu le dernier jeu et tout, oh là là, t'as vu ce que tu peux mettre, on peut choper à 3 le prof, lui mettre la tête dans les chiottes et tout. Mais c'est chaud. Mais Rockstar se sert de ça comme critique, en train de dire attention, regardez aussi ce qui se passe dans les écoles. Les gamins, ils ont tout pouvoir. Tu vois, il y a une double lecture aussi sur certaines zones. Quand on parlait de Rammstein, c'est un peu le même principe. Intéressant. Sauf que les médias, 20 minutes, le Parisien, tu vois, ces journaux, c'est même pas des grands journaux, quoi. Tu vois, ces papiers toilettes, en fait, ils n'ont plus de journalistes, déjà, pour la grande majorité. Ce sont des pauvres pigistes. Les rédacs, chefs, c'est des gens soit remplis d'idéologie, soit en manque de connaissances, et ils regardent qu'est-ce qui va faire des ventes, qu'est-ce qui va faire des vues, qu'est-ce qui va buzzer. On en est là aujourd'hui. Hein. Ouais. Et donc, du coup, forcément, une photo d'un gars qui met la tête du prof dans les chiottes dans un jeu, ou GTA, où tu as le perso de GTA qui se fait faire une pipe dans une bagnole, ça fait le buzz. Tu vends du papier. Et c'est toujours sorti de son contexte. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien, cette violence. Je dis que c'est aussi la forme qu'ont les créatifs et les développeurs pour transmettre des messages, comme le fait Rammstein, comme le fait Marilyn Manson, comme le font des gens. Oui, dans d'autres formes d'art, et de divertissement. Et l'art a toujours été subversif. C'est toujours quelque chose de corrosif dans une certaine mesure. Mais peut-être à la différence, je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais c'est que c'est un divertissement là qui est pour les enfants, oui, mais qui est pour les enfants principalement. C'est ça le truc. Après, et là, tu lèves un adulte. Tu lèves un point très juste, qui est le point, en fait, qui est l'argument central de Famille de France, qui est l'argument central, en fait, du bon nombre d'associations, bon nombre de critiques. C'est que le jeu vidéo, c'est pour les enfants. Sauf qu'aujourd'hui, on connaît les statistiques. Aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est la trentaine. En France, et dans le monde, c'est pareil.
Les classifications d'ordre de catégorie de jeu, on commence à avoir des chiffres, on sait un petit peu quel type de jouet est joué par quel genre et par quel âge. Est-ce que c'est plutôt des femmes qui jouent à ça, ou plutôt des hommes qui jouent à ça, plutôt des mineurs, plutôt des jeunes adultes, plutôt des seniors. On a toutes ces statistiques et toutes ces associations ne les lisent pas réellement, ces statistiques, ou prennent ce qu'elles veulent prendre dedans. Bon, on peut en discuter, je n'ai aucun problème avec ça. C'est pour ça que pendant les années 90, l'organisme du PEGI s'est créé en France. Donc le PEGI, c'est un groupe de gens qui ont décidé de créer une classification des âges pour conseil à personnes tiers, adultes, aux parents par exemple, aux grands-parents, qui vont acheter potentiellement des jeux à leurs enfants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose de générationnel. Moi, mes parents ne connaissaient pas du tout le jeu vidéo, vu que le jeu vidéo venait naître dans ma génération. Donc, quand ils t'achetaient un jeu, ils ne savaient pas ce qu'ils t'achetaient si le vendeur ne leur expliquait pas. On est d'accord. Malheureusement, les parents ne peuvent pas tout savoir. Alors, on en parlera après des parents, mais il faut reconnaître qu'on est dans une société qui est complexe, une société qui est rapide. Les parents sont au boulot. Je ne cherche pas d'excuses, hein, mais la réalité, c'est ça. C'est que les parents sont au boulot, ils rentrent chez eux, ils disent à leur gamin, tiens, la société veut ça. Allez, vas-y, va jouer. Va jouer. Ouais. Je passé une journée de merde, mon patron m'a fait Tu chier. t'achètes en fait je t'achète du temps. La tranquillité. Voilà, Ouais. la tranquillité. Bien sûr. Et puis tu colles ton gamin devant un jeu, devant la télé, quoi. Alors, moi, je veux bien qu'on dise que le jeu vidéo apporte des problèmes, je l'entends, mais regardons à la base, c'est la société qui gère toute cette problématique-là. C'est pas que le jeu vidéo seul, tu vois. C'est le métro, le fameux métro boulot dodo qui nous amène là et qui est en partie volontaire par le système pour nous faire entrer dans cette machine. Et puis après, en échange, on a du repos qui nous vide la tête ou qui nous remplit de conneries. Bon, c'est tout le principe. Et donc, le PEGI, ça c'est en Europe, en France, parce qu'après, tu as des trucs un petit peu différents, tu as USK, tu as d'autres organismes, mais en Europe, c'est globalement le même principe. Ok, en Europe, en fait, le PEGI, c'est pour toute l'Europe, c'est ça? Ouais, plus ou moins. Après, il y a des variantes. En Angleterre, ils en ont une. En fait, ils ont des noms un peu différents, mais c'est globalement le même principe. Okay. Et aux États-Unis, c'est le SBR, le SRB, pardon, qui est la même chose, globalement. Ça fonctionne comment le PEGI? Alors, c'est toute la problématique. C'est que le PEGI, je trouve qu'ils ont fait un travail plutôt intéressant, mais qui n'est pas parfait. Et je pense qu'il pourrait être, pas parfait, mais qui pourrait être bien meilleur. Mais le principe, c'était de se dire, on a pléthore de jeux qui sortent par des éditeurs, et les éditeurs sont peu conscientisés, alors je te parle d'il y a 20 ans, peu conscientisés au regard des enfants et des jeunes. Donc nous, on va essayer de créer un mouvement pour que les éditeurs puissent aussi jouer le jeu, de nous aider à classifier les œuvres ou produits culturels, j'aime pas le mot produit culturel, mais les œuvres ou produits, peu importe, qui vont être mis sur le marché. Et donc, du coup, dedans, tu vas avoir, par exemple, tu prends un Mario. Mario, c'est everyone. C'est pour tout le monde. Donc, c'est un PEGI plus 6, globalement. Plus 6 ou plus 7, de mémoire. OK ? Les jeux éducatifs, c'est commence à plus 3. Donc, plus 3 ans ou plus 6-7 ans pour Mario, par exemple. Okay, The Legend of Zelda, ça va être plus 12. Et en fait, ils vont classifier ça en fonction du contenu du jeu. Est-ce qu'il y a du sang ? Est-ce qu'il y a de la sexualité ? Est-ce qu'il y a des thèmes subversifs, oui, abordés dans le jeu ? Est-ce qu'il y a de la drogue ? Est-ce qu'il y a un mauvais langage ? Le mauvais langage qui avait été appliqué, tu te souviens, peut-être dans la musique, avec bien les sûr, CD, je crois que c'était dans les années 80, je crois, que vous avez fait, voilà. Et ça avait fait... le rap s'était vendu grâce à ça, parce que tout le monde collait, en fait, des stickers pour que, voilà, explicit lyrics, ouais. Ouais, exactement. C'est devenu un argument marketing, en fait. Ça a fait l'inverse c'est devenu du business. Et en fait, c'est ça. C'est que le jeu vidéo a eu pareil. Et les films aussi ont eu le même effet. C'est-à-dire que quand tu décides d'interdire, en fait, tu fais l'effet inverse. Parce que l'interdiction fait parler. Forcément, elle fait de la presse, elle fait du papier. Et donc, du coup, elle sollicite la curiosité. Elle sollicite l'envie. Et c'est normal. Dans la nature humaine, nous aimons l'interdit, nous aimons le danger. On est dans une société tellement
tellement mode chamallow, tu vois, mode chamallow, t'es caressé dans le sens du poil, en fait, t'as envie de vivre un peu le frisson, quoi. T'as envie de te mettre en danger. C'est naturel qu'on ait envie d'avoir un peu de danger, d'un petit peu d'adrénaline, tu vois, vu que la société ne nous le donne plus. Donc, du coup, on va vers ce genre de choses. Qui, je te l'accorde, c'est pas le grand frisson. Hein. On est d'accord, hein. C'est pas le grand frisson. Hein. C'est pas ce que vivaient les Romains avec des glaives et compagnie, tu vois. On a les divertissements de notre époque, hein, je te dirais. Voilà. On est d'accord. Voilà, on a ce qu'on mérite. Exactement, quoi. Bon, j'espère que ceux qui nous écoutent y trouveront un second degré quand même. Mais on a ce qu'on mérite, bien évidemment. Et donc, du coup, ces jeux engagent des polémiques. Le Peggy réagit. Et donc, je te disais, on avait les plus 12. Et puis après, on va avoir le plus 16 et le plus 18. Et on pourrait se dire naturellement qu'en fait, cette classification, elle est un peu similaire à la télévision et au cinéma. Et en fait, pas du tout. Pour le jeu vidéo, elle est beaucoup, 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 beaucoup plus stricte. C'est-à-dire que au cinéma ou à la télévision, un interdit au moins de 18 ans, c'est t'as du cul, quoi. T'as vraiment du cul. C'est un film de boule, quoi. On est d'accord, tu vois. C'est un film pour les adultes, avec des gros plans, avec tout ça. Un jeu vidéo interdit au moins de 18 ans, c'est tu peux envisager un petit bout de fesse. Et dans une relation super charnelle. Je vais te donner un exemple. Le jeu Heavy Rain, français, de Quantic Dream de David Cage, c'est un film, c'est un jeu interactif, un peu film interactif qui est très bien fait, où tu suis différents protagonistes dans une sorte d'histoire avec un. En fait, le papa on lui a enlevé son fils, et en fait, tu remontes une enquête pour découvrir ce qui lui est arrivé, où il est et tout ça. C'est plutôt bien foutu. Et globalement, le jeu pourrait avoir une interdiction plus 16, que je trouverais logique, parce qu'il y a une histoire avec un assassin, c'est pas beaucoup, c'est moins violent que le moindre téléfilm sur M6 passé à 16h de l'après-midi, où tu as Peur sur la ville avec Belmondo, par exemple. C'est largement en dessous, hein, en termes de violence et compagnie, tu vois. Mais parce qu'il y a un moment où notre protagoniste principal, qui est un homme, rencontre une journaliste ou une flic, je ne sais plus, et il tombe un peu amoureux d'elle. Ils s'embrassent, et puis il y a un tout début de scène érotique, mais un tout début, on parle d'un petit bout de fesse, il la prend dans ses bras. C'est même plutôt, je trouve, un beau message d'avoir une certaine forme de tendresse. Il n'y a pas du tout de cul du tout. Et le Peggy estime que parce qu'il y a un bout de fesse, c'est 18. Et ça nous amène à la question de se dire, le jeu vidéo n'est pas un média pour les enfants. Le jeu vidéo est un média comme le cinéma, comme la musique, pour tout le monde, avec des jeux pour les enfants, des jeux pour les adultes, des jeux pour les seniors et des jeux pour les tout petits. Des jeux pour les femmes, des jeux pour les hommes. Et c'est là où je trouve, moi, que le PEGI manque de précision. Et je vous donne un autre exemple. Les jeux de hockey, le hockey sur glace, la NHL, tu vois, je veux dire, tu as un gamin de 12 ans, tu es fan de l'équipe des Ducks, par exemple, j'en sais rien, moi, tu as envie de t'acheter un jeu de hockey, tes parents te l'achètent, trop cool, quoi, tu vois, comme tu achèterais un jeu de la NBA ou de la FIFA, peu importe. À 12 ans, on a le droit d'aimer un jeu de sport. Et bien, le hockey, c'est 16 ans. C'est 16 ans pour la simple et bonne raison, c'est qu'on peut se mettre des coups de poing. D'accord. Tu sais, dans le hockey, c'est un sport particulier, ils peuvent enlever les gants, ils se mettent 2-3 beignes. Bon, ça fait partie du sport du hockey, c'est comme ça. Et bien, c'est interdit au moins de 16 ans. C'est des trucs comme ça, et ça, comme ça, tu en as des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exemples de jeux qui sont pas très bien calés, pas très bien ajustés. Ouais. Et parce que l'argument principal que l'on n'a pas abordé, il y a le temps que tu as mentionné, mais l'argument principal, c'est parce que le jeu vidéo, à contrario du cinéma, de la musique et de la télévision, c'est un média interactif. C'est-à-dire que tu prends part, en fait, à l'action. En fait, les coups de poing, c'est toi qui les mets. Tu vois, tu appuies sur X, tu appuies sur triangle, sur carré, peu importe, c'est toi qui les mets, les coups de poing. Donc, ils estiment, à tort ou à raison, peu importe, je pense que c'est faire une très longue conversation, ils estiment qu'en y prenant part, il faut être un petit peu plus strict. Et je peux totalement les comprendre, et j'accepte même, et je suis même d'accord avec eux, mais personne n'est prêt à... C'est un peu comme la France d'ailleurs, personne n'est prêt à prendre les bonnes mesures pour vraiment faire appliquer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le PEGI, comme le SRB, ce sont des indices de conseils.
C'est-à-dire que ce n'est pas une loi. Un gamin va dans une boutique, demande jouer un GTA qui est estampillé plus 18 ans. Ouais. Le vendeur, il lui vend s'il veut. On sûr. lui vend. Ouais. En France, dans d'autres pays aussi. Ouais. Mais par exemple, moi qui ai travaillé en Suisse, dans le canton vaudois, mais impossible. Carte d'identité, les parents ils viennent, tu leur expliques. Et moi, ma phrase préférée que j'adorais leur dire quand j'avais un gamin de 10 ans, 12 ans qui arrivait, oui, bonjour monsieur. Alors c'est bien parce que les Suisses parlent bien. Par rapport aux Français. Les Suisses parlent bien, c'est poli, ils sont très à la dure. Et, oui, bonjour monsieur, excusez-moi, mais j'aimerais bien voir le dernier GTA, c'est possible et tout. Alors, essentiellement, les gamins veulent jouer à GTA parce que GTA, c'est un énorme bac à sable. Imagine-toi, tu as une grande partie de la Californie. Les gamins ne font pas le scénario. Les gamins, eux, ce qu'ils veulent, c'est aller prendre la voiture, prendre le tracteur, prendre l'avion, prendre la fusée. En fait, ils veulent juste aller s'amuser dans ce bac à sable. C'est ce qu'on appelle, c'est le mot qu'on appelle bac à sable, parce qu'en fait, tu peux tout faire dans GTA. Et en fait, les gamins veulent juste aller, prendre la voiture de police, prendre les camions de pompiers, prendre les avions, puis voler, puis sauter en parachute, faire des cascades. Globalement, c'est ce que veulent faire les gamins. Sauf que le problème, c'est que dans le jeu, il y a un super scénario qui est très pointu, qui est vulgaire. C'est du Michael Mann, on est dans Hit à mort. Donc, c'est pointu, c'est vulgaire, c'est une critique de la société, tout ça, bref. Et forcément, c'est compliqué. Alors, moi, je disais toujours aux parents, j'ai écouté, le papa, là, on vient me dire, écoutez, moi, j'y connais rien. Mais voilà, vous m'avez appelé, je suis venu. Qu'est-ce qu'il veut, mon fils? Écoutez, il aimerait bien acheter Grand Theft Auto, GTA. Il me dit ouais, mais qu'est-ce que c'est? Moi je connais pas, mais tous ses copains ils en ont, ils l'ont à la cour de récré, et puis si je lui achète pas, il va y jouer chez ses copains. Je comprends, tu vois, la problématique elle est compliquée. Toi tu lui vends pas, mais tu sais que le gamin de toute façon il va aller jouer chez les copains. C'est tout le cercle vicieux, et c'est comme ça que les gamins font pression sur les parents. Tu dis ouais, mais mon copain il l'a et tout, moi j'aimerais bien jouer avec eux et tout. Bon, c'est comme les cartes, les POG, les billes, on avait à la récré. C'est la même problématique. Et ben moi je disais toujours aux parents, je dis écoutez, voilà, le problème c'est que dans GTA, voilà, venez voir. On peut se faire tailler des pipes et tout en jeu, quoi, c'est chaud. Alors là, tout de suite, les parents, ils te regardent avec des yeux comme ça, ils disent non, hors de question que tu joues à ce jeu, hors de question que tu joues à ce jeu. Tu as cassé la vente, peu cher. Ah là, j'ai cassé la vente. Moi, je m'en fichais, parce qu'avec le boss et qui on était très à cheval là-dessus, on faisait vraiment attention. Et puis, dans le canton vaudois, tu te fais toper, nous, les flics, pour te dire, venez passer devant la devanture de la boutique, ils regardaient les jeux qui tournaient sur les écrans, il n'y avait pas intérêt qu'il y ait un jeu au-delà de 12 ans. Ok, Vraiment, ils venaient, ils rentraient, ça nous est arrivé. Ouais, là dehors, c'est moyen. Et là, tu dis, putain, c'est chaud. Moi, j'étais français. Hein. Et puis mes collègues étaient français, on était tous des frontaliers. Hein. On avait tous piqué le job des Suisses. Et ouais, tu vois le truc. Bon. Mais c'était très strict. En France, tu ne peux pas envisager un truc pareil. C'est inenvisageable. Et c'est ce que je dis, moi, au PEGI. Je leur dis, écoutez, voilà, moi, ce qui serait juste, c'est que si vous voulez continuer à appliquer des plus 18 à certains jeux, comme GTA, comme beaucoup d'ailleurs, Call of Duty, Battlefield, ok, ça me paraît logique, pas de problème. Mais alors appliquons jusqu'au bout le principe, c'est-à-dire rendons obligatoire le fait qu'il y ait un contrôle par les vendeurs. Alors ça se fait un peu plus, hein. Ça a changé, ça s'est amélioré quand même, hein. Mais c'est pas automatique. Il n'y a pas de contrôle, un contrôle de la carte d'identité, t'es mineur, surtout tu peux parents. aller le faire acheter par quelqu'un, quoi. Tu peux les faire acheter par quelqu'un. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, je tiens à ce discours depuis des années, je pense que les jeux de plus de 18 devraient être commercialisés exclusivement dans les boutiques spécialisées. C'est-à-dire, par exemple, dans les Micromania, dans les Dog Games, dans les Virtual Dreams, dans les boutiques de jeux spécialisés où les vendeurs connaissent les jeux. C'est pas la caissière de Mammouth, hein, tu vois, la caissière de Mammouth, elle passe ses produits... tu peux pas lui en vouloir. Elle voit 3 milliards de produits par jour, elle regarde le truc, il dit excuse-moi, non, le gamin il va la regarder, soit il lui fait un bras d'honneur, tu vois. C'est pas elle, non mais c'est la société dans laquelle on est, Gilles, tu vois. Soit il la braque, soit il la braque. C'est ça, il la braque, et tout, ça va aller. Non, mais bon, après, je te dis, voilà, tu peux très bien avoir quelqu'un qui est majeur, qui va le revendre à un gamin, ou voilà. Il y a quelqu'un dans le chat, il y a Antoine qui nous demande, alors, il n'est pas sûr, est-ce qu'on peut pas mettre des contrôles parentaux en lien avec le PEGI sur les consoles modernes? Ouais, ça a changé. C'est-à-dire que, oui, et il a entièrement raison, c'est un des points sur lesquels j'allais venir, c'est que les choses ont avancé, et en fait, c'est les constructeurs qui ont pris un peu les devants. Nintendo, un des premiers, qui a un contrôle parental qui est vraiment bien fait, avec le nombre d'heures, le nombre de minutes que tu autorises ton gamin à jouer. Tu peux prendre ça à distance. En fait, c'est sur ton téléphone, tu as une app Nintendo Parental Control. Nintendo. Voilà, Nintendo, pour ça, ils sont
globalement irréprochables, parce qu'en fait, c'est leur image. C'est pour ça qu'ils sont réprochables. Si ce n'était pas leur image, comme Sony et Microsoft, c'est pas vraiment leur image, ils sont plus laxistes. Et je le comprends. Nintendo, c'est pour la famille. Donc, il faut que ce soit super, désolé pour les mots anglophones, mais super family friendly. C'est impératif pour eux. Donc, ils le font. Ils ont leur contrôle app. Tu donnes ça aux parents. C'est globalement super bien expliqué. C'est facile, tu la télécharges, tu as les jours, les dates, tu vois les jeux sur lesquels ton gamin a joué. Tu lui dis, bah voilà, samedi, tu as le droit de jouer de 14h30 à 16h30. Et la console se coupe toute seule à 16h30. Hein. Tu n'as rien besoin de faire. Sony a commencé aussi à mettre ce système-là. Ça marche, mais ce n'est pas aussi bien, aussi facilement mis en place. Bon. Mais Antoine a raison, ça a évolué. Donc, pour que le PEGI puisse, à mon sens, aujourd'hui, vraiment avancer, il faudrait qu'il y ait que les jeux plus 18 soient mis dans les boutiques spécialisées. Mais le problème, c'est que les éditeurs ne sont pas dupes. C'est que des mecs comme Rockstar savent que malheureusement, malgré le plus 18, la moyenne d'âge de GTA, elle est autour des 15-17 ans. Ce sont des mineurs qui jouent à GTA. Donc, c'est un chiffre d'affaires en moins, là. C'est pas... Colossal. GTA, je ne peux pas te dire de bêtises, j'ai fait une émission dans le lounge il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur des nus. Je crois que juste GTA génère presque 20 millions de dollars par semaine. 20 millions de dollars par semaine en microtransactions. Parce qu'en fait, tu as des boutiques dans les jeux où tu peux acheter des cosmétiques, des costumes pour tes personnages, acheter une bagnole, acheter une peinture, acheter une pléthore de cosmétiques digitaux qui font les choux gras de ces éditeurs. Ah, tu es en train de me dire que tu achètes en fait pour ton avatar, quoi. Tu achètes des choses pour ton avatar bien sûr, c'est un business énorme. Ça va loin quand même. Ça va loin. Moi, je l'ai déjà fait. Ah ouais. Je te donne un exemple. Je l'ai fait. Je joue à un jeu qui s'appelle Dead by Daylight. C'est un jeu d'horreur où tu joues 5 survivants contre un tueur et les personnages sont issus de films d'horreur connus, Massacre tronçonneuse, Evil Dead. Oui, j'en ai entendu parler. Oui, je vois. Voilà, moi j'adore. Nous, on a un groupe de copains où on joue les survivants, donc c'est de sortir de la map avant que le tueur te bute. Et j'ai acheté un personnage. J'ai acheté Bruce Campbell de Evil Dead. Evil Dead, Bruce. Voilà. Alors, c'est sa voix, c'est le personnage, il a les mimiques et tout. Tu payes ça 4 balles. Bon. Voilà. Ah, ok, d'accord, non, mais ça va, t'as pas acheté du maquillage, t'as pas acheté une caisse, voilà, t'as acheté un personnage quand même, voilà, tu as investi là. Voilà, j'ai investi parce que j'ai joué peut-être 150 heures avec ce personnage, mais les gamins... C'est des microtransactions, quoi, c'est des microtransactions. C'est d'accord. Voilà, et les gamins, le problème... Tu fais ça comment, les microtransactions, les gamins peuvent les faire aussi? C'est quoi, c'est par carte bleue? Ouais, alors c'est ça le truc, c'est qu'en fait, donc c'est des stores en ligne qui sont hébergés dans le jeu. Tu vas dans le menu de GTA, tu as GTA Shop Online, tu cliques dessus, je te laisse simplifier. Tu as le shop, tu cliques, et là, tu as des centaines de trucs à pouvoir acheter. Soit tu mets ta carte bancaire, soit tu mets ton compte PayPal. Et les gamins étant les gamins, on a tous tapé une pièce de 5 francs dans la poche de nos parents pour aller acheter des bonbons ou pour aller acheter un Pantouz ou pour aller acheter une VHS. Ouais. On a tous été gamins, tu vois. Moi, le premier, ça m'est arrivé d'aller prendre 10 francs dans la poche de mes parents pour acheter des bonbons. Et ben les gamins, là, maintenant, ils ont plus de cash parce que dans une société, il n'y a plus de cash. Donc, on peut pas leur en vouloir. Les gamins, ils prennent des cartes bancaires, tu vois. Et ils sont pas bêtes. Ils savent qu'il y a le 3D Secure. Donc, en fait, quand ils font la transaction, ils ont le téléphone des parents à côté, ils regardent le code et ils rentrent le truc. Tu vois ce que je veux dire? Les gamins, ils sont mais ça peut être aussi un cadeau que font les parents avec un budget, des trucs comme ça. Bon, il faut pas voir toujours le mauvais côté des choses. Non, voilà, non. Truc, voilà. Mais je le sais de source sûre parce que Sony a ce problème-là. Est-ce qu'il y a eu des parents qui se sont fait ponctionner grave, tu vois, où tu t'aperçois à la fin du mois que... Ah ouais. Genre des 3 à 4 000 euros. Non. 3-4 000 euros. Ah ouais. Et en fait, les parents, ils sont à transbarre. Tu vois. Et Sony a eu ce genre de problème avec Fortnite. Fortnite est un jeu qui est joué énormément par les ados, qui est un jeu de tir et de construction, mais qui est très cartoon, coloré, il n'y a pas de sang. Donc ça, au moins pour le coup, j'ai envie de te dire, même s'il y a un peu de tir, et au moins c'est pas violent et ça va, c'est vraiment pas le pire des jeux, quoi.
Mais le problème, c'est que tous les cosmétiques qu'il y a dedans, les gamins, mais ils ont été achetés, ils ont été prendre les cartes bancaires des parents, ils ont mis les comptes PayPal, et tu vois, ils savent tout faire maintenant. Et à la fin du mois, t'as le père qui regarde, il fait chérie, il faut que je te parle. Il faut que je te parle. Je crois que ce mois-ci, on est dans la merde. Donc, bon. Et du coup, après, ils appellent Sony. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu es mineur, tu peux pas. En fait, les éditeurs sont protégés comme ça. Si tu es mineur, théoriquement, tu peux pas mettre de carte bancaire. Tu peux pas le faire. Mais c'est un discours très. C'est très faux cul. Parce que les éditeurs savent que c'est les mineurs qui leur font faire leur chiffre d'affaires, mais en même temps, ils savent que théoriquement, ils n'ont pas le droit de jouer parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de carte bancaire. Donc, on est dans un double langage qui moi, m'énerve, mais qui m'énerve vraiment. Parce qu'en fait, c'est la société dans laquelle on est. C'est la société dans laquelle on est. C'est ni oui ni non. Bon, donc ça, c'est la parenthèse Peggy. Et puis, il y a les parents. Les parents, c'est bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, les parents sont déconnectés. Il y a des centaines de jeux qui sortent. Les parents ne sont pas sur Twitter, les parents ne sont pas sur YouTube, les parents ne sont pas sur les forums de jeux, les parents sont globalement devant la télé ou de moins en moins, mais devant la télé, peut-être un peu la radio, peut-être un petit peu YouTube, tout de même, Facebook, énormément. Mais les parents ne sont pas sur ces sites d'actualité, ils connaissent globalement pas grand-chose de jeux vidéo. Même si ça change, parce que tu vois, moi j'ai 40 ans aujourd'hui, donc je suis devenu parent. Donc moi, ma fille, je sais à quoi elle va jouer, je sais je sais ce qu'elle va faire au quotidien, tu vois, parce que je vais regarder, je vais l'encadrer. Et je prends exemple sur ma mère connaissait pas le jeu vidéo, mais pourtant elle a joué avec nous, elle a fait l'effort. Mais le nombre de parents que j'ai rencontrés autour de moi, quand j'étais en boutique, qui on n'avait absolument rien à faire. Gilles, mais je te jure que tu aurais été là, mais tu aurais envie de mettre des baffes avec tes mains d'orang-outan. T'es là, tu te dis, mais vous faites des gamins et vous vous en fichez. Et moi, je ne dis pas que c'est entièrement de la faute des parents. Je dis qu'il y a un problème avec les éditeurs, ce que je vous ai évoqué avant. Les éditeurs jouent sur cette zone. Voilà, ça les arrange. L'État ne légifère pas sur le PEGI ou le SBR. Et les parents sont perdus. Alors, moi, je vois sur Internet, c'est la faute des parents, c'est les bien-pensants, ça, qui m'énerve. C'est la faute des parents, les parents sont responsables, blablabla. Je dis, mais si tu avais passé autant d'années que moi en boutique, tu verrais que tu as effectivement un pourcentage de parents, pas négligeable, qu'on n'a rien à faire, une trentaine de pourcents, et une grande majorité qui veulent quand même savoir. Ce qui est positif. Il y a quand même des parents qui aiment leurs gamins et qui veulent savoir ce qu'ils vont faire, tu vois. Et là, ça nous mène, tu vois, avec cette problématique, sur les 30% de ces parents qui n'ont rien à faire. C'est des parents qui ont laissé leurs enfants à l'abandon, s'en foutent. Dans ces 30%, tu n'as plus qu'un infime pourcentage de peut-être entre 2 et 5% de gamins qui vont devenir des exclus volontairement de la société et s'enfermer dans le jeu. Parce qu'en fait, à la maison, ils n'ont pas de repères, parce que les parents ne sont pas là. On soit démissionné de la vie sociale, familiale. L'école, elle n'a plus aucune vocation. L'école ne sert à rien. Je suis un peu dur quand je dis ça, mais globalement, l'école, elle a démissionné d'une partie de son pacte. Donc, les gamins, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils voient cet univers qui est cool. Alors, ça peut être World of Warcraft, ça peut être GTA, ça peut être Zelda, ça peut être tout ce que tu veux, plein de jeux. Et le gamin, il trouve une forme de résonance et puis une forme d'évasion. Pour lui, le monde qu'il voit autour, il n'est pas pour lui, il a l'impression qu'il n'est pas dedans. Moi, je te parle de ça parce que j'ai discuté, donc, comme je disais, c'est pour ça que j'ai pris un peu le temps, avec des amis qui travaillent là-dedans, qui suivent des cas très particuliers sur des jeunes enfants. Et s'il y a bien un truc, je pense, après on peut ne pas être d'accord, mais je pense que pour moi la priorité c'est de protéger les enfants. Vraiment, c'est vraiment une priorité. Les enfants sont dans un apprentissage. Tu viens pas avec le cerveau de Nicolas Augusto à 40 ans ou de Gilles D'Artigot. Tu vois, je veux dire, nos cerveaux se sont façonnés à travers nos expériences, à travers les années. Les gamins, c'est des boîtes vides. Donc, elles se remplissent de ce qu'elles voient. Et puis, c'est des boîtes vides qui ne demandent qu'à se remplir. Et donc, du coup, ils voient dans ces jeux des
échappatoires. Alors, dans la majorité des cas, tout de même, ça se termine bien, parce que les enfants suivent un procédé avec des psys ou des spécialistes et arrivent à sortir de l'engrenage. Mais dans un cas infime, c'est compliqué, ils y reviennent. Donc ça, c'est le cas enfant. Et puis après, tu as le hikikomori, donc qui est un mot, j'espère que je ne me suis pas trompé, c'est un mot japonais, qui est un phénomène japonais, qui est aujourd'hui relaté un peu partout dans le monde, qui est l'exclusion par volontariat. C'est des gens de tout âge qui ont décidé de dire la société, elle n'apporte rien, elle n'est pas pour moi. Je n'aime rien dans cette société. Je n'aime pas le paysage politique, je n'aime pas le paysage social, je n'aime pas mon semblable, je n'y ai pas ma place. Je n'y ai juste pas ma place. Et en fait, s'enferment dans leur maison. En règle générale, ce sont des chambres, des petits appartements, et s'enferment avec leurs jeux pendant des années. Et ne sortent pas. Et restent enfermés dans leur jeu. Alors, c'est des jeux online. Donc, en fait, ils discutent avec des gens qui sont dans la même situation qu'eux et vivent en autarcie. Et donc, ça, c'est-à-dire, ils créent leur monde sélectif. Oui. Un monde donc virtuel qui les déconnecte totalement de la réalité. On a vu certains, même dans certains films, ce sont souvent, on associe le nom de geek aussi. Ce sont des personnes qui vont se nourrir aussi, qui vont mal se nourrir. C'est souvent c'est ce genre d'engrenage en fait. Tout à fait. Qui est dramatique. Manque d'exercice physique, manque de contact aussi avec l'autre. Et ça, c'est réellement une pathologie qui peut être grave. C'est-à-dire que le parent peut s'en apercevoir. Des gens d'adultes. Bien sûr. Des jeunes adultes en meurent. Ou même d'enfants. Tu as des jeunes enfants qui ont vécu ça parce que les parents sont totalement absents. Mais absents au sens... au premier sens du terme comme au figuré, qui n'existent pas dans la vie de l'enfant. Donc, c'est arrivé à des enfants, tu vois, des atrocités, on en a tous les jours. Tu regardes les infos, tu as des trucs abominables. Donc, et donc ça, hikikomori, c'est vraiment un phénomène que je comprends, mais pour moi, qui n'est pas lié aux jeux vidéo, qui est lié à la société. Ces gens, peut-être qu'on n'a rien fait pour les intégrer, peut-être qu'eux n'ont pas voulu s'intégrer. Après, voilà, ça, je ne sais pas, mais le jeu vidéo n'est que simplement l'échappatoire. Mais l'échappatoire de quoi? De l'enfer vécu par ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Le jeu vidéo est une sorte de porte. Ça pourrait très bien être la musique, parce qu'il y a des hikikomori qui s'enferment dans des livres, par exemple, qui ne font que lire. Et qui ne font que lire, et qui ne sortent pas. Parce qu'en fait, le principe de ça, c'est de se couper de la société en restant exclusivement dans son salon. Principalement, c'est le jeu vidéo, parce qu'il y a la connexion en ligne. Oui, la connexion en ligne, là, tu te coupes pas vraiment des autres, en fait, parce que tu recrées, en fait, le contact ton physique, monde. En fait. Ton monde, tu as les avatars, tu réécris ton monde. C'est-à-dire que quand tu t'enfermes dans une pièce avec une bibliothèque et des livres, tu es seul avec toi-même. Je pense que c'est pas le même niveau, peut-être pathologique. C'est pas le même niveau, bien évidemment. Après, les hikikomori lisent beaucoup aussi parce que les mangas, forcément, au Japon, c'est un truc qui est énormément. Donc du coup, forcément, ils lisent beaucoup de mangas. Et mangas, c'est encore pareil. C'est pas que Dragon Ball. Les mangas, je comprends. C'est aussi il y a de très belle littérature. Il y a de très belle littérature, très intéressante, très sociétale, très critique. Et après, tu as le dernier cas, qui est des cas comme moi. Et on est nombreux, mais on est relativement sains. C'est-à-dire que on est un peu la majorité dans les cas comment dirais-je, dans les cas un peu d'excès, c'est-à-dire que certains gros joueurs, on peut appeler ça des gros joueurs. C'est les gros joueurs. Alors je suis vachement moins avec le temps, mais on est gros joueurs en fonction de certains titres. C'est-à-dire que moi, par exemple, Zelda Breath of the Wild 2 qui sortira l'année prochaine, je vais probablement prendre 2 semaines de vacances, en plus avec Mariana, tu vois. Parce que Mariana, pareil. Ouais, vous êtes bien trouvé quand même. C'est bien pratique. C'est pratique. Que... C'est pratique. Et on va jouer. Ça va être 2 semaines où on va jouer, on va plonger dans le jeu. C'est comme quand on regarde Le Seigneur des Anneaux, tu vois. C'est vraiment pour moi, c'est Seigneur des Anneaux, c'est incroyable. Et pour moi, c'est un moment, c'est une bulle. Et ça, parce que c'est riche, en fait. Il y a une certaine richesse
dans ce type de jeu et d'univers, sinon tu passerais pas Ouais. 2 semaines dans un truc où, voilà, Non, où en fait bien c'est sûr que non. tellement passionnant que tu as besoin C'est de ça. temps pour tout Ouais. découvrir. C'est un peu comme les livres, hein. Tu sais que le Ah livre, bah, quand tu tombes sur un livre qui fait pareil. 500 pages et Je fais que rien de la tu journée. aimes, moi Ouais. je m'y prends, hein. Moi à ce moment c'est les bios de musiciens, tu le sais, Ouais, je sais, j'en ouais. bouffe quasiment une par semaine, je me couche de plus en plus tard, je dérive un peu, tu vois. Je me dis, putain, je suis addict, tu vois, je suis un gamer en fait des bios, en fait, voilà, c'est Ouais. ça. Mais donc je peux comprendre ça parce qu'il y a une richesse, tu apprends des choses, c'est pas juste du temps Non. que tu vas passer en divertissement, quoi. Et comme tu dis, même les livres, moi je me souviens, je vais pas te faire de la pub gratuite, hein, malgré que tu sais que je t'apprécie énormément, mais ton premier bouquin, je l'ai lu d'une traite, j'ai regardé la quatrième de couve, parce que je regarde jamais les quatrièmes de couve, je les regarde après. Je regarde la quatrième de couve, je le retourne et je l'ai relu une deuxième fois. Et j'ai relu une deuxième fois. Ma journée a été zéro constructive en termes du boulot que j'étais supposé faire, hein. J'étais à LA. Je suis sorti. Je me souviens toujours, parce qu'à côté du truc, il y avait un fast-food américain où j'allais. Tu sais, je fais de malbouffe, quoi, tu vois. Et j'allais. Et là, j'étais là, j'ai dit, oh, putain, je viens de lire un bouquin. Je viens de lire un bouquin. Et tu sais, je me dis, qu'est-ce que je commande à manger? Et en fait, j'ai rien pris. Je me suis barré. Et je suis allé dans un truc où je serais jamais allé. Un truc super vegan, bio, un truc de ouf. Et j'ai dit, bon, allez, on va essayer d'être moins con et on change. Et en fait, tu vois, c'est pas que le jeu, des fois, il se passe des choses où en fait, tout le monde autour de toi s'effondre. Donc, il faut bien. On a le droit aussi, des fois, de s'enfermer volontairement pour vivre une œuvre, pour prendre du plaisir très égoïstement à se plonger dans un univers, un livre ou le jeu vidéo, comme on disait. Parce que c'est vrai, quand tu y passes 2 semaines, il faut qu'il y ait du contenu. On pense à Ouais. World of Warcraft. World of Warcraft, moi, je l'ai vécu aussi comme ça. Ça m'est arrivé de faire 16-17 heures de jeu d'affilée. Oui, mais là aussi, ce que tu m'as raconté par rapport à World of Warcraft, c'est que ouais, ça se joue en équipe aussi. ouais, ouais. Voilà, que tu es pas Là, tu es seul, toujours avec on des copains, des t'attend, t'as copines. des potes, Voilà. c'est les sorties, quoi. Tu Ouais, vois, c'est un peu c'est les ça. sorties modernes aussi, hein. Ben, c'est ça. Et pourtant, ça a plus de 10 ans, 15 ans maintenant, oh, Ouais. mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était révolutionnaire, hein. Tu étais avec des gens, nous, on a rencontré des gens après en vrai, quoi, tu vois, en IRL, Ouais, comme ouais, on tu m'as dit. dit, ouais, ouais. Et il se crée des liens, des échanges. Des fois, je les vois encore sur Facebook, un petit message, sur Twitter, ça va et tout, ça va super. Quand tu passes dans le coin, on boit une bière. Ouais, tu vois, il n'y a pas que du négatif. Euh, et je clôturerai sur ça, on prendra peut-être quelques questions, je clôturerai sur ça. Ouais. On pourra en parler longtemps, hein, parce que c'est vraiment un sujet très vaste. Mais l'ennemi numéro un du jeu vidéo, je l'ai déjà évoqué, c'est la télévision. Et la télévision, c'est pas que l'ennemi du jeu vidéo. C'est un ennemi général. Je dis pas que tout est nul à la télé. Il y a encore des bonnes émissions d'Access, il y a des bonnes émissions de Prime, il y a des bons documentaires, heureusement. Mais c'est un ennemi. Tout ce qui sort de la bien-pensance, tout ce qu'elle ne peut pas gérer est son ennemi. Et les parts d'audience qu'a pris le jeu vidéo, les médias digitaux, YouTube, Twitch, existent aujourd'hui au niveau où ils en sont grâce aux jeux vidéo. Et ça, personne ne le dit, mais c'est la réalité. Les plus gros streamers sont des streamers de jeux vidéo, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube. Toute la communication des éditeurs aujourd'hui est faite sur YouTube. YouTube vit dans une énorme mesure grâce au contenu jeux vidéo. Et la télé est terrifiée parce qu'elle se dit, mais moi, j'arrive même quasiment plus à voir un billboard, une publicité, pardon, Ouais. d'un constructeur ou d'un éditeur, pardon, entre deux émissions. Bien sûr. Il y en a de moins en Ouais. moins parce que tu n'as plus de visibilité, parce que le public qui s'intéresse à ça ne regarde plus la télé. Les gens ont déserté la télévision. Ouais. Pour terminer sur Ouais, l'addiction, on terminera le live avec ça. Je vais te raconter une anecdote. C'est une personne qu'on connaît avec Valérie, donc et on est allé chez elle et puis ouais. elle nous a présenté son fils. Et on était en fin de matinée. Tu vois, le gamin venait juste de se lever et en fait, elle nous disait que quasiment toute la nuit, il est sur le jeu vidéo, quoi. Il jouait au jeu vidéo, plutôt du sport. Donc, on parlera de e-sport une prochaine fois. Ouais. On en parle de On a plus en prévu un plus, truc hein. sur l'e-sport, hein.
Ah oui, On a ok, prévu d'accord. quelque chose. Je sais plus. Attends. Mais, Non, on n'a pas prévu, mais si on se fait une deuxième saison, ben, forcément. on se fera par contre, lorsque tu auras du temps, de la disponibilité, et puis peut-être à la fin de nos émissions, peut-être je prendrai 2 invités, on sera 4, tu Ouais, vois, bien par sûr. thème. Je t'ai parlé de Ouais, Oleg, hein, ce sera très ouais, bien intéressant sûr. de le faire intervenir avec nous, voilà, sur Carrément. l'intelligence artificielle, etc., parce que c'est un peu grâce à toi Et je vous ferai qu'il une est petite membre du parenthèse club. avant de couper le Ouais. live. Je te ferai une petite parenthèse qui plaira peut-être aux gens qui nous écoutent. D'accord. Donc, en fait, quel conseil donner à un parent, par exemple, qui a un jeune ado hein, de 14-15 ans? Parce que là, en plus, avec le confinement et l'école à la maison, il n'y a plus d'horaire, tu vois? Donc, on n'est plus là, à 8 heures, il faut être à l'école. Donc, ben, bon, on traîne un peu. Donc, et après, c'est un engrenage. Donc, quel conseil tu pourrais donner toi, en tant que parent Alors, à... déjà, la première chose que je peux dire, c'est que je suis parent, mais je n'ai qu'une petite fille de 3 ans et Ouais. demi. C'est pas comme si j'avais déjà 2 ados et que je te dis, je vous partagerai moi ce que j'ai fait avec mes ados. Donc je suis vachement humble avec ça. Tu vois, je suis Ouais. personne pour dire aux parents. Voilà. Cela étant dit, je pense que les parents doivent s'imposer. On parlait en préambule de cette émission du retour de la violence, le retour de la violence. La société est Retour de violente. la violence parentale. Conseil de T'imagines, Nicolas bam, Augusto, bam, ouais, bam dans la ta gueule. gifle. Non, la gifle, non. Retour- Mais les le parents retour du doivent martinier, le martinier. le nerf de bœuf. C'est le nerf de bœuf. Mon père avait un nerf de bœuf. Hein. Le nerf de bœuf. Moi, bon, je ne vais pas taper, mais ça rigolait pas. Et ce que je dirais surtout, c'est plutôt retour de la fermeté et l'apprentissage de la hiérarchie. Tu ne peux pas laisser tes enfants décider à ta place. À la maison, il y a, je dirais, un ou une capitaine en fonction de à quoi ressemble la famille. Et il y a une direction qui doit être donnée aux enfants. Si demain, tu leur donnes aucune direction et que tu leur as acheté un ordinateur et qu'ils se sont connectés à World of Warcraft ou à Fortnite, peu importe, tu ne comptes pas sur la responsabilité des enfants pour se gérer eux-mêmes. C'est des enfants. Il faut que les enfants regagnent leur place d'enfant et que les parents regagnent leur place de parents. Les parents doivent décider, imposer des horaires stricts et contrôlés, et les enfants doivent accepter qu'il y a une hiérarchie et que ce n'est pas eux qui décident. Ça peut paraître facile à dire. J'ai eu une longue conversation avec des amis qui ont des ados. Eux ont laissé tout faire. Et aujourd'hui, ils me disent, mais comment je fais? Je dis, comment tu fais? Regagner la place que vous êtes supposé avoir. Là, il y a une hiérarchie dans la famille. Les enfants ne sont pas au niveau des parents. En tout cas, moi, je n'ai pas été élevé comme ça. En tout cas, je ne crois pas du tout à ce système-là. Je ne crois pas à l'enfant roi. L'enfant roi, l'idée américaine de l'enfant roi, regarde où ça Très nous a amené. popularisé aux États-Unis, très populaire aussi ouais. au Canada, au Québec. Bien sûr. Voilà, donc c'est pas possible. L'enfant est roi, pour moi, jusqu'à ses 4 ans. Il doit jouer comme on le fait en Asie. On ne dit rien aux enfants jusqu'à leurs 4 ans. Les enfants doivent découvrir, jouer, faire des bêtises, toucher. Après les 4 ans, il y a un process où petit à petit, jusqu'à leurs 10 ans, ils vont devoir apprendre qu'ils ont une place dans le cocon familial et dans la société. Mais bon, c'est pisser dans un violon, Gilles. Pisser dans un violon. Les gens ne veulent pas l'entendre, ils vont te dire ouais, moi, et c'est des amis, hein. Ouais, Nico, j'ai pas le temps et tout. Et ouais, mais le fait de mettre très jeune, peut-être les enfants justement devant le poste devant l'écran avec une console, ça peut développer après plus tard une addiction. C'est devenu une habitude Alors, c'est toujours pareil. Tu vois, moi, je suis un exemple contraire. J'ai joué très jeune. Je vais avoir 6 ans, à peu près comme ça, tu vois. Mais j'ai été encadré. C'était quelques heures le mercredi après-midi, c'était quelques heures le week-end. C'était encadré. Ma mère, elle était là. Elle s'asseyait, elle prenait un bouquin. Là, je me vois encore lire, c'est Stephen King. Elle était assise à côté de nous. Et puis, elle regardait. Et elle était là. Tiens, c'est quoi quand tu joues C'est ça le rôle des parents. Mais le problème, c'est qu'on veut plus que tu aies on veut plus qu'il y ait un parent à la maison pour s'occuper des enfants. La société,
Après, voilà, je vais pas rentrer dans ce Ouais, sujet-là parce tu que veux dire que c'est une dérive un petit peu sociétale, c'est c'est une dérive multifactoriel, hein. sociétale, Là, on parle du jeu bien vidéo, sûr. justement, c'est ce qui m'intéresse Ça peut avec être la, toi. ça pourrait être la même chose avec le joint, Gilles, avec la Ouais, weed. ouais. Les gamins qui jouaient pas aux jeux vidéo de ma génération, ils sortaient dehors, ils allaient se rouler des pétards et faire du skateboard. Euh, donc, et le problème, il est central, c'est les parents. C'est que les parents n'ont, à mon sens, pas le droit de démissionner. Il y a, pour moi, chacun a un rôle essentiel dans cet équilibre. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, je te l'accorde. Tout à fait, tout à fait. Ni toi, ni moi, on peut donner des leçons, parce qu'on Non, n'est pas, voilà, on n'a pas d'ado à tout à fait. notre charge. Mais en tout cas, il faut le message qu'on veut vous faire passer, c'est le contrôler, en fait, Bien sûr, de contrôler. contrôler, de reprendre les manettes, de vous Pas intéresser à ce interdire. que, voilà. L'interdiction Ah non, mène non, je vers pense la pas que, tentation. Non. exactement, exactement. C'est encadrer, encadrer, poser des Donc, ouais. questions, s'intéresser. Il faut que les parents s'intéressent. À quoi tu joues? Tiens, ah bah tiens, je vais peut-être prendre la manette avec toi. Montre-moi. Flatter aussi l'enfant. Tu vois, tu flattes l'enfant. Tu dis ah bah tiens, montre-moi. Alors, est-ce que je peux jouer avec toi? Montre-moi comment ça marche. Ouais. S'intéresser et pas se débarrasser en fait de nos enfants, parce qu'en fait c'est ça. Moi, en tout cas, je l'ai vu vraiment factuellement. Il y a quand même 30% des parents qui se débarrassent de leurs enfants. Ouais. Allez, va jouer. Débrouille-toi. Le gamin, il a 5 ans, 6 ans. Débrouille-toi. Tiens, je te file mon téléphone. Allez, fous-moi la paix, je fume une clope. T'es là, tu dis, waouh. Et Je ouais. dis pas que c'est facile, hein. Moi, Ouais, ma mais petite, elle essaie de me prendre le téléphone. Hein. Elle essaie de me le prendre parce qu'ils sont curieux, ils regardent. Toi, tu regardes ton truc, elle arrive, elle regarde à côté. Là, en ce moment, elle aime bien qu'on lui montre des photos. Alors, je lui montre des photos, je lui montre des vidéos de nous, tu vois, de la puis famille. là, tu fais comme ça. Ah, mais c'est Sur ça, les mais photos, ils sont tellement doués. Puis, tu sais, elle ouais. sait faire le truc comme ça. Puis, alors, Ah ouais. t'as les filtres, tu sais, les filtres avec les cœurs, les licornes, toutes ces Ah conneries ouais. là. Alors, ça la fait Excellent. rire. C'est génial. C'est C'est génial. Et on compliqué, va hein. finir C'est compliqué. par une remarque d'Antoine. Antoine, moi j'ai commencé vers 3 ans, mais j'étais encadré également. Aujourd'hui, ça va. À part 2 ou 3 fusillades pendant ma scolarité, mais tout va bien. Voilà, tout va bien. Au top, Antoine, au top. Merci Antoine d'avoir clôturé cette émission. Merci beaucoup Nico. C'était Ouais. toujours Mais aussi c'est marrant ce agréable, qu'il dit, toujours aussi Antoine. instructif. Ouais. J'ai pas évoqué le cas de Columbine, bien évidemment, qui est un cas gravissime. Peut-être que, tu vois, si on continue cette série, on pourra aller comme ça plus en profondeur sur des cas, sur par exemple, la formation au djihad à travers Call of Duty. On sait que une partie des gars du 11 septembre se sont entraînés longtemps, longtemps sur Counter-Strike ou sur Call of Duty. Certains jeux ont ouais. servi d'entraînement, Ah ouais, bien ouais. sûr. Et les militaires américains s'entraînent aussi à Call of Duty. Regarde, les entraîneurs, les joueurs de l'équipe de France de football s'entraînent sur FIFA. C'est dit. Ouais. Et là, c'est intéressant, les collègues qui parlent d'IA, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est capable de faire mieux, en fait, quasiment que nous-mêmes. Donc, ça peut être un sujet fascinant. Vraiment fascinant. Ouais, encore de beaux sujets à explorer avec toi, mon ami. Salut les amis. Ouais. Passez Merci une à bonne soirée. tous. Maintenant, vous pouvez allumer votre console. Donc, bonjour. Bonjour à tous. Ciao à tous, je vais bien. Allez-y, jouez toute la nuit. Vous avez mon autorisation. Hein. Si les parents vous disent quelque chose, il y en a, mais il faut profiter les amis. Salut.